Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 minutes montre en main. Je suis Quentin Liénard, vous me connaissez peut-être pour 1 minute montre en main à la page Instagram. Aujourd'hui, c'est le podcast, c'est 60 minutes et c'est avec un invité. Aujourd'hui, l'invité, c'est Guillaume Lédé. Bonjour Guillaume, comment tu vas ? Salut Quentin, ça va très bien et toi ? Ça va super. Alors Guillaume, on va le dire tout de suite, voilà, comme ça on va arracher le sparadrap. On a déjà enregistré ce podcast il y a presque un an, dans un autre studio. Ça s'était très bien passé, c'était très cool. C'était très cool, ouais. Et 2 jours après, on a appris qu'il n'y avait pas de son. Donc voilà. On a enregistré la vidéo du coup. Ouais. Voilà, on a une vidéo de nous sans son pendant 1 heure. Bon, On pourrait la faire traduire en langage des signes, j'ai pas pensé, mais. Ouais, avec l'IA, je sais pas. Bon. Ah, remarque avec l'IA. Ouais, avec l'IA, peut-être qu'ils auraient pu rattraper quelque chose. C'est vrai que tu peux tester maintenant. Mais on a préféré refaire. Voilà. Donc merci beaucoup d'être revenu. J'attendais qu'il y ait plus d'abonnés en fait. Du coup, d'accord. J'avais fait une petite consigne. Forcément, il est intéressé. On te connaît pour 3 casquettes principales. Ouais. On va y aller tout de suite. CEO de Nivada Grain quasi CEO de Vulcain, t'es consultant externe, voilà. Ouais. Et cofondateur de Space One. T'es quoi, t'es CEO aussi pour Space One ou avec Théo, on se partage le rôle en fonction de. Moi, je suis plus sur la partie commerciale, marketing, et lui plus sur la partie développement, horlogerie. On se répartit assez bien les rôles là-dessus. Ouais. Ok, ça te soulage un peu d'une de tes casquettes comme ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est lui qui a la plus grosse casquette un peu sur Space One, sur la partie vraiment suivi des équipes et tout. Parce que moi, je suis à Annecy, donc là, on est d'ailleurs à Annecy en ce moment même, et je suis un tiers du temps à Paris. Ok, pour Space One. Ouais, exactement. Ouais, puis pour ma fille, ok. Mon premier mariage, donc je remonte à Paris un week-end sur deux en gros, plus le vendredi et le jeudi, histoire de aussi de voir les équipes Space One. De bosser un peu, quoi. Exactement, ouais. Ok, on va revenir sur tout ça, sur tout ton parcours, de comment t'en es arrivé à là. Okay. On va parler un peu d'horlogerie en général, on va parler un peu de l'avenir. Je crois que tu as 2-3 trucs à nous présenter, à nous annoncer. Ouais. Et puis on va jouer. Alors j'ai repris le jeu qu'on a fait il y a un an. Je me suis dit, ça ne se souviendra pas. Okay. J'ai changé 2-3 trucs. Okay. Voilà, j'ai coupé un peu des trucs, voilà, machin. Et puis à la fin, il faudra que tu me suggères un invité. Je fais ça à chaque fois. Okay. Donc voilà. Et donc, typiquement, le dernier épisode, c'était Éric Giroux qui m'avait été suggéré par Sylvain Berneron. Donc tac. En plus, Éric Giroux, je crois que tu le connais. On travaille ensemble. Donc voilà, on va y revenir. C'est bon, t'es OK ? C'est parti ? Ouais. Eh ben, on commence avec ton parcours et on va recommencer au début. Petit, est-ce que tu es né dans une famille d'horlogers ? Pas du tout. Moi, je suis né à Cognac, donc en Charente. Donc, j'étais plutôt destiné à bosser dans les vins et spiritueux. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant mes stages d'école de commerce. J'ai fait quasiment tous mes stages chez Moët Hennessy. Okay. Donc, en tant qu'assistant brand ambassadeur, en tant qu'assistant chef de produit sur Hennessy Cognac et Vodka Belvedere. Et puis après, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal en marketing et développement sur les cosmétiques. Okay. Donc là, ça m'a clairement pas plu du tout. Mais c'était une bonne école aussi. L'Oréal sur le CV, c'était pas mal aussi. Et après ça, j'avais postulé pour bosser justement dans les vins SPI. Malheureusement, 2009, crise financière. Ils avaient un peu tout réduit, les budgets et tout ça. Et un des seuls postes intéressants quand je suis sorti d'école, c'était chez Zénith. En tout cas dans le groupe LVMH. Et j'ai postulé du coup parce que je connaissais de très loin en fait la marque, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne piste. Et puis en fait ils m'ont tout de suite rappelé, ça s'est fait assez vite, et du coup premier job chez Zénith en Suisse au Locle. Donc ils m'ont fait tous les entretiens en call. Okay. J'étais jamais allé sur place, et donc j'ai fait Paris le Locle, ils m'avaient trouvé un logement sur place, et donc je suis arrivé dans cette ville qui, on va pas dire, c'est un peu l'anti-Paris, quoi. Mais bon, c'était une super expérience. J'ai fait 3 ans là-bas. J'ai vraiment eu la chance de bosser avec Jean-Frédéric Dufour, qui est maintenant le CEO de Rolex. Rolex, ouais. Donc, c'était plutôt une bonne école. Après ça, j'ai bossé chez Jaeger-LeCoultre pendant 3 ans. Là, j'ai eu un peu de contact aussi avec Jérôme Lambert, qui est revenu d'ailleurs il y a peu chez Jaeger. Donc là aussi, super expérience. Et puis après, j'ai posé ma dème pour monter ma première marque sur Kickstarter, qui était William Hill 1985. Donc ça, c'était il y a 10 ans, 11 ans même maintenant. C'était l'année de mes 30 ans, 2015 du coup. Donc à 30 ans, tu es bien en place chez GGR et tu dis, je vais lancer William Hill. Ouais, exactement. C'était un peu le gros pari parce que j'avais un super poste. Il commençait justement plus à vouloir me faire évoluer pour faire des postes un peu plus à responsabilité en filiale ou des plus gros postes au siège. Donc, mais je ne me voyais pas continuer dans un grand groupe, en fait. J'avais besoin de faire mon aventure entrepreneuriale. Et c'est là où c'était le début des réseaux, des financements participatifs. C'était le début vraiment des gros Kickstarter où il y a eu des marques qui avaient fait des gros trucs, mais plutôt à l'étranger, aux États-Unis.
zéro en France, on va dire. C'était avant Baltic, avant Furlan-Marie. Et puis, j'ai fait 200 000 balles sur Kickstarter en 4 semaines avec ce chrono à 100 balles, 100 et 150 balles. Donc, ça a fait un petit buzz. Après, je suis monté à 3 millions de chiffres sur William L, avec une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et puis, au bout de 2 ans et demi, ça commence à s'essouffler. Et après, ça a craché, en fait, au bout de 5 ans, où j'ai revendu à des pâquerettes au tribunal de commerce. Donc, c'était un peu la fin de l'histoire. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de relancer Nevada Grand Chain. Ouais, parce que l'histoire, c'est que tu devais des sous à quelqu'un. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, tu allais le voir. Tu lui as dit, je vais pas te payer. Il a dit, bah viens, on rachète une marque ensemble. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'était Rémi Chabra, donc c'est toujours d'ailleurs Rémi qui était un de mes fournisseurs en fait. Donc lui, c'est un Français qui est parti à Hong Kong il y a 20-25 ans. Avant ça, il était à New York. Lui, il a eu une vie entrepreneuriale assez exceptionnelle. Il a vendu sa première boîte, il avait 20 et quelques années, il a fait quelques millions comme ça. Après, il est parti à New York faire des montres de licence pour la NFL, pour faire des cadeaux d'entreprise, plus du gifting. Et il avait aussi une usine en Asie pour justement faire ça. Et il a commencé à faire des montres cadeaux. Sauf qu'après, ça s'est transformé de plus en plus haut de gamme. Il y a pas mal de mecs qui ont fait ça. Et puis au final, il faisait une partie de mes William L. Et quand j'ai déposé, quand la boîte était morte, quasiment morte, avant d'être prise, je lui devais, 20 ou 30 000 balles, ou peut-être même un peu plus d'ailleurs. Et puis, on s'entendait toujours bien, donc je lui avais, lui, il est souvent à Paris aussi, donc on s'était retrouvés. Et dans la discussion, quand il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire après, il me proposait aussi potentiellement de bosser avec lui. Je sais pas comment c'est venu que lui connaissait le propriétaire de la marque Nevada, donc, qui est une grosse boîte mexicaine. Et en fait, Nevada, je me suis dit, putain, mais ils font plus rien, c'est con, parce qu'il y a la Chronomaster, Brodaro, Seediver, qui est une légende de l'industrie, et c'est vrai que ce serait con de passer à côté et de pas relancer le truc, mais de le faire bien, Swiss Made, mais un peu à la mode entre ce que j'avais fait chez William L en mode précommande, mais avec le côté Swiss Made, ce que j'avais plutôt appris chez Zenith et chez Gérard Lecoutre. Et après, il me dit, écoute, si tu as une idée, propose-moi un business plan. Et puis on appelle. Puis il a appelé le Mexicain comme ça. Pendant la soirée, on était chez La Durée, à côté de chez lui, dans le 6e, à Saint-Germain. Et puis il l'appelle, et puis je lui propose l'idée comme ça, en live. Et il me dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis il me dit, fais-moi un business plan. Et du coup, la semaine suivante, je suis revenu. Du coup, j'avais la dalle. Ouais. Parce que du coup, je voyais l'aventure se finir sur William L. Et puis, malgré la reprise, je ne me voyais pas continuer avec le repreneur. Parce que du coup, ça existe toujours. Hein. Il y a un repreneur qui a repris la boîte il y a 6 ans maintenant, un truc comme ça. Ok. Parce que Nevada, ça fait 6 ans, donc c'est ça. 2019-2020. Et puis, du coup, première précommande de la Chronomaster, on a fait presque 1 million ou un peu plus en quelques semaines. Toujours sur Kickstarter là ou... Alors là, non, du coup, directement sur le site, sur un Shopify. En fait, je trouvais que Kickstarter, c'était peut-être pas assez chic pour Nevada, entre guillemets. Et puis, je m'étais dit, ouais, non, je pense que la marque est suffisamment connue d'un réseau de collectionneurs, et puis il y a le potentiel pour faire hors Kickstarter. Justement, comment tu as communiqué là pour dire on revient? Et en fait, je suis passé sur... en fait, j'ai utilisé les mêmes recettes que j'avais utilisées pour lancer William L. Donc, en gros, j'ai réussi à avoir un article chez Hodinkee, un article chez Fratello, un article GQ, des articles un peu dans toutes les revues spécialisées, les forums, les blogs, qu'on parlait de la renaissance de la marque. Je me suis appuyé sur des groupes Facebook, de collectionneurs. Il y avait quand même Nevada, c'est quand même une marque qui a fait des millions de montres. Donc, il y a eu quand même des millions de propriétaires de Nevada. Des millions de gens qui ont hérité de leur père ou grand-père, malgré que la marque du coup est faillie dans les années 70 avec la crise du quartz. Et donc c'était un peu une belle endormie. Il y avait une nostalgie autour de la marque, quoi. Exactement. Il y avait une vraie nostalgie, puis tu voyais quand même que sur Chrono24 ou sur eBay, il y avait quand même des pièces qui se vendaient plusieurs milliers d'euros. Donc il y avait quand même une cote, il y avait quand même une recherche, donc il y avait quand même potentiellement une fanbase à exploiter, et qui pouvait aussi servir de relais de communication, de caisse de résonance en fait, pour du coup derrière diffuser ton message et puis faire en sorte que la renaissance fasse pas pchit, quoi. Mais ça, c'est toi qui fais quand tu dis j'allais voir les groupes Facebook et tout Ah ouais, là j'étais le one man main en fait, hein. L'idée c'était de relancer le truc. Moi, ce que j'ai proposé en fait à Rémi, et puis ce pourquoi en fait il a cru en moi, il a cru en projet, c'est qu'en gros je lui coûtais quasiment rien.
parce que moi, mon objectif, c'était de tout relancer avec juste quelques protos. Donc en gros, la mise au départ, c'était quelques milliers de francs, d'euros, et quasiment zéro budget pub Facebook ou Instagram. Ok. On a peut-être dépensé, je ne sais même pas si on a dépensé 10 000 balles. Donc allez, 10 000 balles de proto, ça a été un budget de 20 000, même pas, pour relancer une marque et faire presque 1 million, ouais, plus d'1 million, même en quelques semaines. Donc là, tu te dis que ton ROI, il est plutôt bon, quoi. Et du coup, aussi, ce qui était intéressant pour Rémi et puis pour les Mexicains, c'était que l'idée, c'était de ne pas justement réinvestir des centaines de milliers ou des millions d'euros dans de la communication, dans du stock, parce que tu as plein de gens qui relancent des marques actuellement, mais qui, du coup, se mettent des gros stocks ou des... Et puis après, du coup, ils sont obligés d'avoir des prix très élevés parce que du coup, ils vont faire de la distribution et puis il faut des stocks pour les magasins. Il faut les marges des magasins. Il faut rentrer les marges des magasins. Donc après, tu tombes dans un délire de plusieurs millions d'euros pour un lancement où tu prends un énorme risque parce que tu peux faire pchit, mais là, tu te reprends des millions de stocks dans la gueule. Et ça, clairement, ça aurait pas été possible vu la position dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et ça aurait été refusé. Rémi, il n'aurait jamais pris le risque. Et pourquoi ils avaient acheté Nivada, si c'est pour rien en faire, ou est-ce qu'ils en vendaient au Mexique? Ouais, en fait, à l'époque, c'était le distributeur de Omega. Ok. Il a même distribué Patek à un moment. Donc, c'était un gros distributeur de montres suisses, en fait. C'était une famille suisse qui a émigré au Mexique il y a pas mal de temps, plusieurs générations. Et qui, du coup, avait Omega. Et ils ont perdu la distribution d'Omega, si je dis pas de bêtises. C'est comme ça qu'il s'est dit, il me faut un remplaçant. Il distribue aussi Raymond Veil, d'autres marques comme ça. Et ils se sont dit, Omega nous a planté, arrête, ils montent leur filiale, faut que nous, on ait un truc en face. Et c'est comme ça qu'ils ont racheté Nivada. Ok. Et pour après passer sur autre chose ou voilà. C'est un groupe qui avait plusieurs domaines d'activité. Ouais, ils ont dit bon, leur lot on laisse de Guillemot, côté, puis voilà. Du Ok. petit free, c'est un gros bazar. Oui, c'est souvent ça. Il y a souvent des gros groupes qui ont des marques, ils savent même plus qu'ils les ont. Bah ouais, quand tu vois même Corum par exemple, qui était dans un groupe chinois ou Universal, pareil. Donc t'as plein de marques qui appartiennent à des groupes. En gros, c'est souvent la danseuse du propriétaire. Donc t'as un propriétaire qui a beaucoup d'argent sur un domaine d'activité, finance, immobilier ou autre, et qui du coup adore les montres ou il adore les bagnoles, donc il va s'acheter une écurie de voitures et puis une marque de montres, et puis il se dit que de toute façon les montres c'est comme l'immobilier ou c'est comme la finance, et puis il pense que du coup juste en injectant du fric, en mettant de la pub dans les magazines ou faire un peu old fashion là-dessus, ça va fonctionner. Et là tu vois, t'as Bremont aussi là récemment qui a été racheté par un gros financier américain. Pour le coup, là, ils mettent les moyens, vraiment. Ouais. Parce que... Après, il faut toujours voir le sell-out. Oui, non, mais parce que je dis, Watch Vendors, à chaque fois, ils ont un stand énorme et tout, donc il y a du but, quoi. Ouais, pareil, la rentabilité, je sais, il faudra leur poser la question. Mais, Ok. Mais bon, après, même Breitling, qui a fait un énorme. Les échos du marché sont pas hyper bons sur le sell-out aussi, tu vois. Donc, pour Universal Genève, tu dis? Alors, Universal, je sais pas. Je sais que là, ils ont lancé pour le coup. J'ai vu qu'il y avait un truc de précommande là. Et pareil, ils ont affiché des prix. T'as plus de 15 000 balles sur une Paul Router en acier. Tu la trouves sur eBay plus belle et plus fine et plus sympa à 3 000 balles, quoi. Ouais, 3 000 maintenant, 1 000 il y a 3 ans, quoi. Ouais, mais ça reste 3 000 balles. Bien sûr. Donc, pareil, il y a une décorrélation, moi, je trouve, à ce niveau-là aussi. Il y a plein de gens, plein de groupes qui ont trop augmenté leur prix. Je crois qu'on en parlait déjà il y a 1 an, et puis au final, ils ont encore augmenté. Je crois que Tudor a encore augmenté ses prix de 10%. Omega qui sort une heure minute en acier à quoi, 15 000 balles aussi. 45 ou 50 000 en or. Alors, elle est très jolie, elle ressemble à une constellation sympa, mais qui va acheter ça? Ouais. Et comment tu as découvert Kickstarter? Tu dis ça n'existait pas en France. Comment tu es tombé là-dessus? J'avais vu qu'il y avait un Kickstarter qui avait cartonné. Je crois que c'était Filippo Loriti à l'époque qui avait fait même plusieurs millions. Tu avais une marque américaine aussi que je suivais qui avait fait plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros aussi. Et je m'étais dit, fais surtout pas un... C'est des plateformes françaises, genre je crois que c'était KissKissBank ou des trucs comme ça. Parce que là, tu vas réduire ton truc. Moi, je voulais tout de suite taper international. Je voulais sortir du franco-français et être sûr que pour moi, le plus gros marché, c'était les États-Unis ou le monde entier. Donc, je me suis dit, je vais cibler une plateforme internationale où je suis sûr d'avoir la plus grosse caisse de résonance et puis choper des marchés qui consomment. Et alors, est-ce que c'était un vrai bon plan? Parce que tu parles de chiffres, mais ils prennent un pourcentage. Ouais, tu es censé donner des
quand les gens achètent sur Kickstarter, ils ont des rétributions en plus du produit ou... En fait, tu as différentes options, mais là, la rétribution qu'ils avaient, c'était la montre. Okay. En fait, en gros, c'était une campagne de préfinancement d'une montre, une campagne de précommande. Okay. Donc, en gros, ils paraillaient sur le fait que le projet allait réussir et qu'ils allaient recevoir une montre contre rémunération. Ouais, parce que la montre, tu l'as fait normalement un peu moins cher pendant la campagne. Ouais, exactement. Il y a la com de Kickstarter. Ouais. Mais qui n'était pas énorme. Hein. C'était à l'époque de mémoire, com de Kickstarter plus frais bancaires. C'est en gros 7-8%, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. C'était 3, il me semble que c'était 3,5 ou un truc comme ça. Ah ouais, donc ça va. Ouais. Donc c'est pas 30%, je veux dire, ou 40%, qui là peut planter le projet, quoi. Ok. Donc j'avais pas fait des masses de marge au final parce que j'avais fait la montre à 100 balles et après elle était à 150 en gros, donc il gagnait 50 balles sur la précommande. Et puis après surtout là où je m'étais pas du tout rendu compte du truc, c'était que je me suis retrouvé avec une palette de montres qui arrivait d'Asie, parce que du coup mon fournisseur pour le coup c'était made in China mais avec un design plutôt suisse. C'était une réédition d'un vieux chrono des années 50 qui était une montre de famille dont j'avais hérité un peu par hasard et que j'avais fait restaurer et que je trouvais très sympa, mais je me suis dit il y a le moyen de la faire beaucoup moins cher. Et en fait, je me suis retrouvé avec... attends, combien j'avais de montres à envoyer ? J'avais fait 200 000 balles à 100 balles, j'avais genre presque 2000 montres à envoyer. Donc tu te retrouves avec 2000 montres à mettre en packaging. En plus, j'avais fait un truc à la con, c'est que j'avais fait plein de variations de cadrans, de boîtes, de straps. Donc après, je m'étais retrouvé avec un Excel de 2000 lignes, avec 2000 configurations différentes, presque, et 2000 chronopostes et FedEx à faire. Donc, et puis envoyer la bonne au bon client. Ah putain, c'était une galère, ça m'a pris presque 2 ou 3 mois, je pense, de tout envoyer. C'était un enfer. Ah, donc tu as une palette dans le garage et puis tu dis allez. Ouais, non, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, j'avais loué un bureau à Paris. Enfin, après, parce qu'après, je suis parti à Paris. Je suis revenu à Paris parce que j'étais en Suisse, puis je suis reparti à Paris. Et ouais, là, c'était vraiment une grosse guerre, quoi. Mais après, donc, j'avais staffé un peu, et puis après, c'est comme ça que c'était parti. Et pourquoi ça s'est cassé la gueule alors ? Avec le recul maintenant, est-ce que tu arrives à analyser ? Ouais, bien sûr. En fait, l'analyse, c'était trop de stock. Parce que tu avais anticipé des ventes ? En fait, j'ai fait une connerie, c'est que j'aurais dû garder mon modèle précommande, internet full B2C. Sauf que j'ai été très vite dragué par des gros distributeurs et par un mec qui gérait la distribution de Icewatch et de Daniel Wellington. Et eux, ils ne parlaient pas en centaines de montres, ils parlaient en centaines de milliers de montres, ou même en millions de montres, en fait. Parce que c'était à ce moment-là, Daniel Wellington, ils avaient fait des années à 2 ou 3 millions de montres par an. Mais ils avaient déjà quand même presque 1 million de montres online, donc ce qui est énorme, parce qu'eux, ils vendaient une montre à 180 balles qui devait leur coûter 15 balles. Donc, tu avais un taux de marge qui était stratosphérique. Ok. C'était une des boîtes les plus rentables de Suède à ce moment-là. Ok, donc ils pouvaient se permettre de payer la marge du revendeur. Donc, eux, ils pouvaient se permettre de faire des montres à moins 70% à des distributeurs. C'est soit, en gros, soit tu revends à des revendeurs à moins 30, moins 35, moins 40, moins 45, les max moins 50%, donc aux détaillants au coin de la rue. Ou alors, tu vas passer par exemple, tu veux ouvrir la Malaisie, ou l'Inde, ou le Pakistan, ou les États-Unis, ou même la Belgique. Et là, tu passes et là, toi, tu peux pas aller au porte-à-porte dans tous ces pays, parce que c'est trop... Enfin, il faudrait embaucher une armée de Mexicains, quoi. Donc, du coup, tu passes par un distributeur qui, du coup, met sa marge intercalaire entre le détaillant et toi. Et donc, au final, tu revends ta montre à moins 65, voire moins 70%, voire même moins 75%. Ok. Sauf que, du coup, toi, tu es obligé de faire ta marge sur, en gros, si ta montre, tu la vends 100 balles, tu vas lui vendre 25 balles, à moins 75%. Ouais. Donc, va faire ta marge à moins... Là, ta marge, elle est quasiment inexistante. Donc, tu fais moins 60, mais tu marges que 10 points. Moi, en plus, j'ai été parti du principe où je faisais de la qualité pour le prix. Donc, en gros, je me suis retrouvé à quasiment plus faire de marge sur ça, parce qu'après, tu rajoutes tes frais d'envoi, ta TVA, ton stock, ton équipe et tout. Et au final, tu fais pas mal de volume, tu fais pas mal de business, mais t'es pas rentable. Donc, après, les gens, ils achètent plus sur ton site parce que tu es dans plein de magasins. Après, les magasins te disent, ou le distributeur en Espagne, il dit cette année, je vais faire 100 000 montres. Il te fait un beau business plan, il te dit, je vais faire 100 000 montres. Puis à la fin, il t'en commande que 15 000. Toi, tu en as produit 100 000. Ouais. Donc là, et puis le mec te dit, il n'y a pas assez de sell-out, finalement, je vais pas recommander. Okay. Sauf que tu as signé un contrat de 3 ans avec lui, mais lui, en fait, il s'en branle. Il dit, non, on arrête. Okay. Toi,
dans ton business plan, tu avais investi. Ouais. Tu avais fait une prédiction avec ces ventes, quoi. Voilà, bien sûr. Donc au final, tu te retrouves dans des cas comme ça. Après, tu te retrouves avec des stocks que tu dois récupérer et que tu dois brader parce que du coup, tu es dans la merde niveau financier parce qu'après, tu dois payer ton équipe et tu dois recommander des nouveautés. Sauf que tu as tes premières ventes qui ne sont pas bien passées. Donc, tu te retrouves en fait avec où tu as fait beaucoup de sell-in dans des magasins donc, ou via des distributeurs. Donc, du coup, tu as fait pas mal de chiffres. Mais sauf que c'est un chiffre un peu fictif parce que si derrière les distributeurs et les magasins, ils n'ont pas revendu les produits, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu n'es pas assez connu ou parce qu'ils sont pas assez patients, ils te mettent en discount. Et eux, ils peuvent te mettre en discount parce qu'ils t'ont acheté les produits à moins 70%. Bah oui, Sauf que il marche toujours. Hein. Tu te retrouves baisé parce que toi, du coup, tu es obligé de mettre full price sur ton site internet. Tu peux pas faire de discount parce qu'après, ils vont dire, ah bah tu fais des discounts. Et puis le problème, c'est qu'eux, après, ils en font. Et après, tu te retrouves à faire une vente privée qui va après détruire son image de marque. Ouais. Et après, les gens, ils vont dire, bon, bah, je t'ai vu sur vente privée, moi, je t'achète, mais à moins 70%. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux et où tu te retrouves, tu as plein de marques en fashion aussi qui se retrouvent qui se sont retrouvées dans ce truc-là. Et après, c'est une course en fait infinie vers la fin, quoi. Ok. T'as plus de trésor, trop de stock, et en plus tu peux plus vendre à full price online parce que du coup ta marque a été dévaluée à cause de tous ces discounts. Ok. Et après, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue, quoi. Donc pour moi c'était un putain de MBA parce que je me suis retrouvé très vite propulsé en couverture de GQ montre, plein d'articles, Figaro, Le Point et compagnie, Wall Street Journal. Enfin, j'ai eu vraiment, genre, c'était un peu mis sur un piédestal. Ça reste un niveau, on n'est pas à Zuckerberg, hein, mais où quand même, les gens parlent très positivement de ce que tu fais. Sauf que toi, tu te rends compte que en fait, là, tu es dans la merde et que du coup, tu as un double jeu à faire où tu sais que toi, ça va de moins en moins bien, mais il faut quand même que tu gardes un peu la face qui va bien. Et puis à la fin, tu te payes plus, tu es obligé de virer tout le monde, ton investisseur te plante. Ouais. J'ai tout eu là. C'est ce que je veux dire, tu as fait la totale d'un coup. Ouais, voilà. j'ai tout pris dans la gueule. Je dormais plus. Ma première fille qui arrivait, elle faisait passer nuit. Enfin, c'était une galère. Ça, c'était chaud, quoi. Donc, ouais, non, j'ai pris vraiment une grosse claque dans la gueule. Mais qui m'a vachement servi au final sur Nevada. Parce que du coup, Nevada n'a jamais fait un seul discount, très peu de stock. On a attendu que la marque soit vraiment bien relancée et fasse un très bon sell-out dans les premiers magasins pour continuer à étendre le truc. Donc là, maintenant, on a 150 points de vente dans le monde entier, mais il y a du sell-out, les commandes sont régulières, on ne prend aucun risque là-dessus. On fait toujours des campagnes de précommande sur les gros lancements. Typiquement, là, l'Antarctique avec les pingouins, là, ça va être ma plus grosse, je pense, précommande a priori, parce que là, on a presque 19 000 personnes qui sont inscrites sur la préco. Trop bien. Ce qui est énorme, on n'a jamais eu autant de buzz comme ça. Donc, mais là, pareil, on prend pas de risque. On se dit, tu vois, peut-être qu'on va vendre, déjà, on va jamais vendre 19 000 montres, hein. Mais on se dit, peut-être qu'on va en vendre 5 000 ou 10 000, tu vois. Mais en fait, ça se trouve, on va en vendre 500. Donc, le problème, c'est que si tu as produit pour 3, 4 000, 5 000 et que tu en as vendu 500, après, tu te retrouves avec 3 000 montres en stock. Donc, c'est là où il faut faire hyper gaffe et rester les pieds sur terre et puis pas s'enflammer, quoi. Du coup, là, typiquement, comment ça va se passer, la précommande? Et c'est sur une durée déterminée? Ouais. 69 heures, c'est ça? Alors, du coup, j'ai fait un truc un peu pour jouer autour de l'érotique. De l'érotique et tout. Alors, attends, on va expliquer. C'est la montre l'Antarctique érotique avec à l'arrière, en fond de boîte, 2 pingouins. Exactement. Et quand on remonte... En fait, de ce côté-là, tu vois rien. Enfin, c'est genre la montre Antarctique classique. Le seul détail, c'est qu'à 6 heures, il y a marqué Antarctique érotique. Parce qu'en fait, c'est les 100 ans de Nevada aussi. C'est ça qui est incroyable, c'est que cette marque a été créée en 1926. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait un peu buzzer et qui pourrait aussi faire parler de la marque sans claquer des millions en marketing. Et en brainstormant, justement avec Rémi, je disais, qu'est-ce que tu partages sur Instagram avec tes potes? Des trucs de cul, des trucs un peu cons, des trucs marrants. Et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait dans l'horlogerie, ou dans un produit ressembler à ça? Et puis et après, je pense montre érotique. Mais je me dis, je veux pas non plus un truc à la Louis Sardin ou Blancpain avec vraiment le truc un peu gore, un peu crade, quoi. Et je voudrais que ce soit au caseback. Donc, et là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a au caseback des Nevada? Il y a des pingouins. Ouais, il y avait un fond plein avec un pingouin, là, à l'origine, c'est ça? Exactement. Alors, il y a eu des observatoires et puis aussi eu des pingouins. Et je me suis dit, pingouin, c'est mignon. Pingouin, érotique. 2 pingouins qui savent faire. Qui savent faire. Et
Après, je me suis dit, non, c'est complètement con. Et en fait, ça a fait marrer plein de gens. J'en ai parlé autour de moi. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est parler à tes potes et dire, j'ai une idée à la con, qu'est-ce que t'en penses? Puis les mecs, ça les a marrés. Et après, il a fallu que je trouve quelqu'un assez bon pour me développer le truc. Donc ça, j'ai réussi parce que j'ai vu plein de développeurs et tout, mais chaque fois, c'était trop cher, ou il fallait rajouter un poussoir, ou c'était trop compliqué. Puis après, l'Antarctique, elle est à 1000 balles, donc je pouvais pas faire une montre à 5000 parce que le développement me coûtait une fortune. Et donc on a trouvé une solution maligne autour du coup du remontage. Et en fait, quand tu remontes ta montre au caseback, je sais pas si la caméra va, tu as tes 2 pingouins qui font un petit câlin. Et en fait, c'est toi qui décides de la vitesse de l'accouplement, du pingouin style. C'est plus lapin ou pingouin. Voilà, exactement, ouais. Si t'es plus rapide ou si t'es plutôt soft à la Barry White, quoi. Et donc, voilà. Et puis, en fait, ça a vachement buzzé. Enfin, t'as GQ US qui l'a partagé. Il y a eu, je sais pas, 10 000 likes et surtout 10 000 reshares sur Insta. J'avais jamais eu ça. On est au milieu entre Jay-Z et Timothée Chalamet. T'as les 2 pingouins de Nevada. En plus, je me suis dit, je vais la sortir aussi le 1er avril, enfin, juste le reveal, pour encore plus buzzer sur le côté. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une blague? Voilà, exactement. Parce que là, je me suis dit, là, ça va encore plus partager. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et même sur notre page, on a fait 4 ou 5 000 reshares. Enfin, j'ai jamais eu ça. Et puis, ouais, comme je te disais, ouais, on est à presque 19 000 abonnés. Là, ce matin, il y avait 18 750 abonnés sur le lancement, qui est du coup le 30 avril, donc dans 2 jours. Et donc, ça va durer 69 heures. Voilà. Et parce qu'on est toujours dans l'érotique. Pour surfer sur le truc, je me suis dit, on va décliner et on a la saumon qui va être disponible pendant 69 minutes. Donc la saumon, faudra se dépêcher pour la choper. Okay. La eggshell coquille d'œuf pendant 69 heures. Et tout le reste, la noire, la marron, enfin la tropique et puis la blanche. Et la tuxedo, c'est la première fois qu'on fait un tuxedo. Ah, il y a un tuxedo aussi. Ouais, qui est très cool. Qui est aussi inspiré d'un vintage Nevada. Qui seront disponibles pendant 6,9 jours. Ok. Une petite semaine, quoi. Ok. Et alors ça, typiquement, fin des précommandes, ouais. Tu as ton chiffre de production. Exactement. Et c'est fini. Et après, c'est fini. Ah, c'est le modèle un peu Furlan-Marie. Ouais, bah c'est le modèle précommande, même que j'avais fait pour la Chronomaster au tout début, en fait. Okay. Donc, c'est le modèle préco, quoi. Et puis après, ce qui permet du coup de bien piloter ton stock. Et on livre fin juin, juillet. Ok. En fait, on a déjà commandé, vu que maintenant, on a quand même un peu plus de trésor, que la marque est installée. On a quand même fait plus de 10 000 montres l'année dernière. Et probablement plus de 15 000 cette année, je pense. On a lancé les blanks, donc en gros les cases de la montre et les cadrans. Okay. Et après, en fonction du succès, on assemblera. Ouais, ce qu'il faut. Ouais, exactement. Ok. Mais c'est très malin parce que, ouais, comme tu dis, tu vois, Blancpain, faire un automate, faire un truc érotique, c'est cool, mais personne n'a envie d'avoir ça sur le cadran de sa montre, quoi. Quand c'est vraiment porno, quoi. Enfin, c'est un peu moyen, quoi. Ouais. Alors que là, tu prends le contre-pied, c'est marrant, en plus c'est caché si tu veux pas le montrer. Et c'est une vraie complication, parce qu'en fait, on a refait complètement du coup le mécanisme de remontage. Donc il y a plusieurs pièces qui ont été usinées en Suisse aussi, la cam et tout, pour pouvoir du coup faire ce mouvement-là. Donc on a une vraie complication. Voilà. Ouais, très malin. Un projet marrant, et puis en plus, on l'a présenté à Genève, là. C'était quoi, il y a 2 semaines, au salon. À Chronopolis. À Chronopolis. Donc on a un nouveau salon qu'on a inauguré cette année, justement, avec Furlan, Baltic et Atelier Wen, qui sont les fondateurs du salon, et avec une vingtaine de marques au final. C'est qui était hyper cool au quai de Lille. Je sais pas si t'es passé ou... Non, je suis pas passé, j'ai pas eu le temps. J'étais Beau Rivage, après j'étais Watch Wonders. Ah, t'es allé au Beau Rivage, j'étais pas venu. Ah, dommage. Ouais, j'ai pas eu le temps. Ah ouais. La semaine est trop courte. Ouais. Trop une star à Palexpo, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'était pas assez hype. Désolé. J'ai fait Time to Fest aussi. Non, pas Time to Fest. Time to Watches. Time to Watches, pardon. J'avais aussi un stand Nevada à Time to Watches. Ouais, ça je l'ai vu, mais je suis pas allé à Chronopolis, c'est un peu plus. Ouais. Mais du coup, tiens, puisqu'on parle de Chronopolis, c'est les marques qui ont lancé le projet ? Ouais. En fait, on était au Beau Rivage, ça faisait quoi, 3-4 ans, que tous les ans, pendant la semaine de Watches and Wonders, on avait un gros salon qui s'appelle le salon de l'impératrice au Beau Rivage, justement, où on était avec Baltic, Furlan, Space One, Nevada et Vulcain. L'année suivante, on avait eu Atelier One qui nous avait rejoint. Et on avait créé cette espèce de petit groupe de marques un peu où on a les mêmes enjeux. Ok.
globalement. Et on va voir les mêmes journalistes, on va voir les mêmes potentiels clients. Et on profite aussi quand même du trafic du Beau Rivage qui a historiquement toujours plein de marques pendant Watches and Wonders. Et en fait, ils ont fait des travaux. Ils sont en train de refaire tout l'hôtel là. Et le salon dans lequel on était n'était plus disponible à la location pendant Watches and Wonders. Oui, parce que vous étiez en bas, vous n'étiez pas dans les suites. Était en bas à droite. Et en fait, en discutant avec Étienne, on se disait, et Andrea et Robin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un truc cool comme le Beau Rivage, mais pas au Beau Rivage. Parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut là-bas, à cause des travaux. Et puis même, on en avait un peu marre aussi du côté... Enfin, c'était pas... C'est juste, ça restait des petites tables, puis tu vois, l'éclairage n'était pas ouf. La circulation n'était pas non plus dingue. Et puis en fait, c'est pas non plus notre métier de faire des événements. Donc à la base, on fait des montres. Donc on s'est dit, on va prendre une agence à Genève qui connaît bien l'événementiel, donc qui est après-demain. Les mecs qui font Aced Out. Et qui sont hyper bons. Donc on leur a pitché l'idée en leur disant, nous on fait toujours les Wind Up Fair aux États-Unis, donc qui sont organisés par One and One. Donc tu as la Wind Up New York, la Wind Up Chicago, la Wind Up San Francisco, Dallas, et qui sont des événements très B2C, mais où tu as aussi un peu de presse qui vient, surtout à New York, mais qui sont hyper conviviales, où tu as un trafic de collectionneurs, et puis tu as toujours des marques un peu comme nous qui font les micro-marques, Studio Underdog aussi, tout ça. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça un peu plus genevois, un peu plus chic entre guillemets, parce que la wind-up ça reste quand même assez brut. On s'est dit, on va faire un mix de ça et essayer d'avoir une image un peu plus haut de gamme pour matcher avec Watches and Wonders. Enfin, sans payer 200 000 balles, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus petit stand à Watches and Wonders, c'est 200 000 euros. À peu près. Et on n'est pas prêt à payer ce prix-là pour un événement. Faut vendre quelques montres derrière. Après, t'es obligé de. Enfin, ta pression est différente. Et avec Nevada, on pourrait le faire maintenant. On a l'assise et puis on a le nombre de points de vente et ce serait intelligent de le faire. Mais ils n'ont pas voulu de nous encore, en tout cas, dans l'équation. C'est pour ça qu'on a aussi gardé Time to Watches, qui est très B2B. Donc là, c'est plutôt pour voir les points de vente. Parce qu'en gros, les retailers qui vont à Palexpo, ils vont aussi à Time to Watches parce que c'est juste à côté. Donc moi, pour Nevada, j'avais quand même besoin que mon équipe commerciale puisse être aussi pas loin de Palexpo, sachant qu'en plus, Chronopolis, on ne savait pas comment ça allait fonctionner parce que c'était la première fois, un nouveau lieu, les Halles de Lille, dans le centre de Genève, on n'était pas assuré d'avoir un trafic. Mais on a réussi à convaincre Studio Underdog et d'autres marques comme ça. Ça doit driver un peu, ça aussi, Studio Underdog. Studio, ils ont un bon truc. Et donc, on avait Maen aussi qui sortait une montre avec Nico Léonard. Donc, du coup, on savait qu'il allait aussi avoir du trafic là-dessus. On a réussi à les convaincre. On a Yema aussi qui est venu. Donc, on a réussi à choper un peu les autres marques un peu cool qui pouvaient nous rejoindre. Et du coup, il y aura une nouvelle édition l'an prochain ? Grave. En fait, on a été bluffé par le salon. L'orga a été vraiment canon. On a fait une soirée énorme le jeudi soir où il y a eu je ne sais plus combien de milliers de personnes qui sont venues. Et en fait, on a réussi à instaurer un espèce de climat assez cool, friendly, mais tout en gardant quand même une bonne image, avec 2 bars, les gens venaient se détendre. En gros, les gens qui en avaient un peu marre de Palexpo et du côté trop guindé, ils venaient le soir ou en fin d'après-midi ou tôt le matin pour décompresser chez nous. Et au final, on a eu un trafic fou, quoi. Ça s'est pas arrêté de la semaine, quoi. Donc, non, hyper content. On fait le bilan d'ailleurs vendredi là, avec les mecs. Et c'est clair qu'on va faire une deuxième édition. Et déjà, à la fin de la première soirée, on avait déjà 40 marques qui téléphonaient pour entrer. Donc, on a galéré quand même pour boucler nos 20 marques. Parce qu'au final, c'était juste un PDF avec un prix. Ça restait quand même assez cher. C'était genre presque 15 000 balles pour la semaine. Pour la semaine. Bon, si tu compares à Watches and Wonders, c'est clairement. Mais par contre, c'était beaucoup plus cher que le Beau Rivage. Nous, le Beau Rivage, ça nous coûtait, même pas entre 5 et 10 000 balles par marque. Donc, on avait quand même un budget qui était plus important. C'était quasiment le budget de la Wind Up New York, quoi. Donc c'était un pari pour convaincre aussi les marques. Mais ça a hyper bien fonctionné. On est super contents. Et alors ça, quand vous organisez ça, vous passez quand même un petit coup de fil à Watches and Wonders pour dire on va faire un événement parallèle ou non, pas spécialement? Non, t'as pas d'obligation. Non, mais vu après tout le monde fait ça, tout le monde rayonne autour du fait que toute l'horlogerie est à Genève pendant une semaine, donc ce serait dommage de pas en profiter. Mais je me demandais s'il y avait quand même un petit coup de fil pour dire si jamais. Alors on a l'agence, il me semble, l'a fait quand même. L'a fait surtout auprès de la mairie de Genève.
Oui, bah ça, oui. Je Pour pense. s'assurer un peu d'être transparent là-dessus aussi. Mais non, mais en fait, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est ta libre entreprise. Bien sûr. Non, mais c'est pour pas être blacklisté après. Clairement. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Et après, ouais, tu as plein d'événements, comme tu disais, au beau rivage, ou même tu en as un autre dans un sous-sol, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, la HCI, Je crois, ouais. à l'iceberg. Ouais, alors je suis jamais allé, mais Bah là, c'est les horlogers indépendants pour voilà, le coup. c'est ça, ouais. ouais. Ou c'est plus haut de gamme aussi. Oui. Donc tu as plein de petits trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais donc, première édition validée. Ouais, Bah, j'ai demandé à Andrea Furlan, il m'a dit pareil, il m'a dit Ah c'était oui. super, l'accueil incroyable Ah et tout, ouais, donc il avait l'air très très content. Ouais, bah, il avait son stand en face de moi, là, et puis pareil, ça désemplissait pas. Enfin, on était vraiment bluffé par le trafic, quoi. C'était gratuit. Hein. C'était gratuit, libre entrée, donc tu n'avais pas besoin de te lisser un email ou une adresse ou quoi. Donc tu as un vrai côté assez cool et friendly, et c'est ce qui a été très apprécié. Et puis même au final, on a même vu des points de vente de très très grosses marques qui sont venues au final que je pensais pas voir, quoi. Ok. Donc des mecs qui ont des happy house ou qui font du quartier, du Chopard ou du Breitling, ou des grosses marques Richemont et qui sont venus nous voir et qui ont trouvé justement que cette ambiance et que ces micro-marques étaient en train de vachement croître, hein, et que à l'inverse, tu as quand même des marques, typiquement les marques du Swatch Group ou d'autres qui sont plutôt en train de régresser. Donc on reste encore anecdotique en termes de... Je pense que si tu additionnes tous les chiffres d'affaires des marques qui sont à Chronopolis, tu arrives peut-être à 150-200 millions grand max. Et tu dois être à 20 milliards ou plus à Watches and Wonders. Ouais. Donc le rapport, il est encore complètement... Enfin, il n'y a pas de game encore, mais il y a 10 ans, on faisait zéro. Donc je pense qu'il y a quand même... Les gens ils ont toujours envie d'avoir une montre un peu statut symbole, ils ont toujours envie d'avoir une Rolex, une AP. Mais après, ils veulent se faire plaisir et pouvoir changer, quoi. Donc, et là, il y en a plein qui ne peuvent pas acheter 5 Royal Oak ou 5 Rolex. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Putain, c'est chiant. Hein. Ils n'ont pas de chance. Et heureusement qu'il y en a. Et puis même, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des mecs qui ont les moyens. Oui, et qui se font plaisir. Parce qu'on en a plein, des clients qui ont déjà ça, mais qui aussi comprennent la dead value qu'on a, tu vois, sur la collab Space One Baltic, où tu as une montre hyper horlogère, où tu as l'impression d'avoir une montre à 15 000 balles ou plus, et elle vaut que 2005. Ah, ça, on va y revenir, ouais. puisque tu me tends la perche, tu parles de collectionneurs qui ont des moyens et qui prennent une montre un peu moins chère, c'est un peu l'ADN des acheteurs chez Space One. Exactement, ouais. Space One, ça c'est une autre aventure, donc on a beaucoup parlé de Nevada, donc que tu as relancé, et puis tu as rencontré Théo Offray dans une soirée à Paris. Exactement, ouais. Vous avez discuté, ouais. et puis vous vous êtes dit on va faire un truc ensemble. Ouais, exactement. Dans une soirée baltique, hein, horlogère, je précise. Oui, après, ça, tu fais ce que tu veux de tes soirées. Mais... et en fait, je l'ai rencontré grâce à Étienne Malek, le fondateur de Baltique, avec qui je suis pote depuis presque plus de 10 ans maintenant, je pense, parce qu'il était venu justement me voir avant de lancer son Kickstarter sur Baltique, parce que j'avais déjà fait un Kickstarter, j'étais comme le premier Français à faire un peu de bruit sur ça, et lui, il était en train de préparer son lancement justement de sa première Baltique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis on est toujours resté en contact. Puis après, avec toutes les foires, les trucs, on se voit régulièrement un peu partout dans le monde. Donc on est toujours hyper liés par ça aussi. Et puis donc, on fait grossir notre business un peu. Donc on se passe toujours plein de pistons, de contacts. Ou est-ce que lui, il est bien? Est-ce que lui, il est pas bien? Est-ce que tu vois, tu peux me filer le contact de machin, de truc? Et puis tu vois, pareil pour, au final, Beau Rivage puis Chronopolis, c'est cette relation-là qui permet d'avancer aussi, de partager les bonnes infos. Et en fait, donc il fait une soirée horlogère française à Paris, avec toutes les marques un peu françaises, un peu sympa. Et t'as Théo qui se pointe là-bas, que je connaissais pas du tout, ce qu'il faisait en plus à ce moment-là. Mais il commençait quand même à avoir une bonne cote. Il avait déjà sa petite cote dans le milieu des indépendants. Parce que lui, il fait des tourbillons à 150 000 balles. Il en fait moins de 10 par an. Enfin, il faisait des tourbillons parce que là, il les a tous vendus. Et puis, il portait ce truc au poignet. Il avait un t-shirt Kiloutou, il ressemble à rien. Et il était avec Jérôme Tixier, d'ailleurs, pareil, avec son chapeau, là, qui, pareil, il a un t-shirt Kiloutou aussi. Il sortait de shooting parce justement, il faisait une photo de la montre, la dernière tourbillon de Théo. Et puis, on s'amène à discuter d'horlogerie. Je lui fais, putain, c'est quoi ta pièce, ta montre? Puis du coup, je la vois, je fais, c'est incroyable. Et là, il commence à me dire qu'il avait aussi des projets de faire des montres plus accessibles, avec des designs plus futuristes.
mais qu'il n'avait pas forcément les contacts pour pouvoir faire ça, parce que lui, il vient du très très haut de gamme. Et je lui dis, bah écoute, montre-moi, et puis on se revoit 2-3 jours après, et puis il me montre les premiers designs de leur sautante, donc la première jumping qu'on a faite. Et je dis, putain, c'est trop cool. Et puis on est parti là-dessus. On a fait un Kickstarter, on a fait plus d'1 million sur Kickstarter. Là, tu lui as prêté, entre guillemets, ton outil de production? Ouais, c'est ça? C'est ce que tu as apporté? En gros, moi, ce que j'ai apporté, c'était le réseau de fournisseurs et puis de mes ingénieurs, mes horlogers de Nevada, où en gros, on a plugué le développement de Space One sur Nevada. Et sur Mont Richard, qui est le groupe de Rémi, qui fait plusieurs millions de monde par an pour plein de marques différentes. Ok. Et tu as apporté, j'imagine, aussi un peu de com pour vendre le Kickstarter. Tu as refait ton coup d'aller sonner chez tous les... Ouais, j'ai fait mon vendeur de paillassons. J'ai mis le pied dans la porte. Et puis, j'ai montré les protos. D'abord les designs, puis ensuite les protos. L'histoire avec Théo. Et tout, en fait, la science de lancement que j'avais pu apprendre sur mes précédents lancements. Donc, l'article Linkly, pareil, toujours un peu la même recette à ce niveau-là. Et en plus de ça, là, on avait le côté en plus vraiment innovation avec une sautante maison à un prix vraiment pas déconnant. Je crois qu'on était à 1500 balles en acier et 2000 balles en carbone. Et là, on fait plus d'1 million sur Kickstarter en 4 semaines. Avec premier marché Singapour, US, Hong Kong et la France qui est arrivée, je crois, 10 ou 15e. Quoi. Ok. Et puis avec le nom de Théo Fray derrière qui donne un peu de crédibilité, parce que des projets comme ça, un peu bizarres, il y en a toutes les semaines. Tous les jours même, je pense. Sur Kickstarter, donc c'est pas mal d'avoir. En fait, il y avait l'avantage, c'est qu'il y avait Théo et moi. Et en fait, parce que Théo, au final, il avait une communauté, enfin, il a toujours d'ailleurs, qui est quand même assez niche. Hein. Et là, on visait un public plus large. Donc, donc c'était vraiment la combinaison des deux. On avait vraiment les deux street cred en gros qui permettaient de backer le projet. Puis surtout qui nous a bien aidé quand le projet a été planté par Kickstarter à cause d'un problème de droit où on a perdu 1 150 000 balles en une seconde. Quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déposé Space One, c'est ça, aux États-Unis? Alors, en fait, qui a dit qu'il l'avait déposé? À la base, c'était Argon. La marque sur le Kickstarter, c'est Argon qu'on avait lancé. Okay. C'est Théo qui avait déposé Argon, je sais pas, 4-5 ans avant le lancement. Et il y a un mec aux US qui avait une marque qui s'appelait Aragon. Qui faisait des fausses Rolex. Mais qui faisait des montres aussi, c'est ça, c'était le même domaine aussi. C'est ça. Qui a en gros fait une plainte en Floride. Kickstarter a flippé. Donc là, on a commencé à se dire, merde, il y a un problème. En plus, c'était la semaine où on devait recevoir l'argent. Donc le projet était fini depuis déjà au moins 2 bonnes semaines, mais le temps de tout collecter et puis que Kickstarter garde un peu le fric pour faire un peu de fric, j'imagine, en trésor. Ils font travailler l'argent, ils attendent un peu pour te faire ton virement. Et là, ils nous ont frisé le projet, donc sans nous prévenir. C'est ouf. Et puis là, tu te retrouves avec un projet à plus d'1 million et tu n'as même pas un contact téléphonique, un email. Tu as genre un pauvre, c'est un truc fournisseur d'accès Internet où tu dois faire un formulaire de réclamation. Ouais, t'as un service client. Éclaté au sol et personne ne te répond ou alors pas tout de suite. Du coup, on a dû prendre un avocat à New York qui a dû relancer le contact. Donc, ça nous a coûté très cher. Parce qu'un avocat à New York, ça coûte très cher. Et ensuite, finalement, on a un retour comme quoi... c'est la merde parce qu'on a un problème de droit. Donc nous on dit que non, on a déposé la marque, eux ils font des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, on essaie de se défendre, mais on est un peu pressé par le temps aussi. Et on leur dit écoutez, on change tout, on met Space One à la place de. Parce qu'en fait, sur la montre, sur la jumping, il y avait marqué Space One. C'était le modèle en fait, ça. C'était le nom du modèle. En gros, c'était comme si on avait lancé Rolex et qu'on avait changé le nom de la marque à Oyster ou à Daytona. Voilà. Donc en gros. Ils nous disent ok, c'est bon, vous changez tout au visuel, ça, et puis on vous remet en ligne jeudi. C'était genre le lundi. Donc là, on se fait chier, on change Photoshop, on rechange tout, on rechange complètement tout le projet Kickstarter. Ils nous disent bon, on vous remet en ligne jeudi à minuit, je crois. Et puis le vendredi matin, je reçois des messages de mecs, je comprends pas, j'ai été remboursé. Ah punaise. Et là, je fais quoi? Et là, j'en reçois plein. Puis ça s'arrête. Bon, cela dit, tous ceux que tu reçois, c'est ceux que tu peux relancer. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est ceux que tu reçois pas, qui savent pas te contacter, qui savent pas quitter, puis eux, c'est fini, tu les as perdus, quoi. Tu les as perdus parce qu'au final, déjà, tu lances un projet sur Kickstarter, donc c'est un peu bancal. Enfin, bancal. Ça, tu prends déjà un risque en termes de. Voilà.
les gens se disent, bon, Ouais, il y a un monde où je reçois pas ma montre, quoi. Ouais. il y en a quand même qui se sont fait planter là-dessus. Hein. Mhm. Donc là, tu te dis, bon, comment est-ce qu'on fait pour... En plus, on n'avait plus accès au back-office. Donc, tous les Ouais. contacts, on les perdait. Et en plus, sachant que tu as des gens qui achètent sur Kickstarter ou même sur des sites internet et qui anonymisent leur nom en passant par un profil Facebook, Google ou Apple. Et donc, tu n'as pas leur email en direct. Tu as un faux email, en gros, qui anonymise le truc. Donc, tu peux plus les recontacter, ces mecs-là. Ouais, ok. Et heureusement, genre une semaine ou deux avant, on avait quand même fait un export de la base. On avait quand même au moins la moitié des emails. On avait quand même, heureusement, cette base de données-là pour pouvoir relancer les gens. Et puis, on avait aussi plein de gens qui avaient raté le Kickstarter qui nous contactaient. Je peux en acheter une, je peux en acheter Je peux une. en acheter une. Et au final, on a refait plus d'1 million. Vous êtes repassé par Kickstarter, du coup, bah non, pas là, Ouais, vous êtes allé en direct. Non, Ouais. mais là, le mec de Kickstarter, après, je l'ai eu sur Instagram, le CEO, je l'ai pourri. Il m'a bloqué d'ailleurs, ce bâtard. Mais à lui, je l'aurais tué, quoi. Enfin, et heureusement qu'à ce moment-là, Space One, c'était un side project. Ouais, c'était pas ton Et projet heureusement que principal. c'était pas le projet principal qui allait nous faire vivre avec Théo, quoi. Mais on avait quand même lancé des commandes de composants, on avait embauché 2 horlogers, enfin, tu vois, on s'était mis un peu aussi. On avait quand même sorti un peu de rond, quoi. Donc, surtout une fois que le projet était validé, on s'est dit, ouais, c'est bon, il n'y a plus de stress, quoi. Donc, ça nous a vraiment mis un gros coup derrière la tête. Et malgré tout, on a fait plus. On a relancé un Shopify. Premier jour, on a dû faire 300 ou 400 000. Donc on s'est dit, merde, c'est mort. On va pas récupérer Ouais, le ce truc. qu'on avait, Je commence à me dire, merde, putain, le truc est planté, les bâtards. Et puis en fait, tous les jours, ça a recommencé, ça continue. Et puis au final, on a fait presque 1,5 million, je crois, sur les jumping. Et du coup, il y a eu plusieurs modèles ensuite Space One qui sont des montres quand même assez atypiques, Ouais. pas forcément portables par tout le monde au quotidien. Ouais. C'est un peu l'ADN de la marque. Je dis pas une bêtise en C'est disant un ça. peu des designs type futuristes, type Futuriste, un peu. MNF, Urwerk, de Béthune, mais à des prix contenus moins de 3 000 euros. Voilà, ça c'est pour l'ADN. Et là, du coup, la nouveauté, c'est qu'à la fin de la semaine, tu révèles une collab Space One avec Baltic, puisqu'à la base, finalement, s'il était là à l'origine, c'est lui qui vous a fait vous rencontrer. Exactement. Il est plutôt légitime pour ça. Et c'est ça qui était génial en fait, c'était qu'avec Étienne, on avait toujours voulu bosser aussi ensemble et on s'était dit. Et en fait, on n'avait pas l'occasion. Puis Nivada et Baltic, c'était trop semblable entre guillemets sur certains trucs ou pas, ça faisait pas sens de faire une collab entre les deux. Et donc, je dis à Étienne, écoute, on pourrait faire une Baltic Space One, quoi, ou une Space One Baltic. Et puis il me fait, ouais, c'est pas con. Et je lui dis, bah ouais, en plus, on a 2 univers qui n'ont rien à voir, mais qui pourraient justement bien se mixer parce qu'en gros, on pourrait faire un truc plus boîte classique, Baltic, mais avec la complication de Space One. Et c'est ça que j'ai au poignet droit là, qui est du coup justement un melting pot, on va dire, entre le designer de Baltic, Étienne, Théo et moi. Théo pour la constru et toute la partie horlogère. Le designer de Baltic et Étienne pour la partie classico-baltico. Et puis, c'est pour moi un parfait blend des deux, un mix des deux, quoi. Donc, on peut dire ce que c'est. Ouais. Donc, c'est une heure sautante. Une heure sautante. Ouais, c'est une heure sautante qui a été retravaillée par rapport à notre première version, avec une grande seconde et un affichage avec des disques saphir, ce qui fait que du coup, tu as une profondeur incroyable sur la pièce, où tu plonges dedans. Elle est hyper lisible et tu as cette espèce de grande seconde avec l'aiguille bleuie là. Tu as une boîte en acier 904L, donc comme les Rolex. Et puis pour moi, c'est vraiment. Et la couronne à midi. Ouais, et puis alors du coup, tu as la couronne à midi pour changer un peu. Tu as vraiment une belle pièce d'horlogerie, quoi. Là, c'est une belle montre. Et puis, c'est vrai que ça mixe bien les deux univers. On en est combien sur le pricing pour celle-ci? Ouais, on sera à 2500 balles hors taxe pour la version classique. Et on va aussi faire une version charbonnée. Donc, tout le cadran décoré charbonné, fait à Paris dans notre atelier. Et là, on sera à 3005. Ok. Et ça, c'est pareil, vous allez faire précommande qui commence le 12 mai. On fait le reveal le 8. Donc, on dévoile tout le design et tout. Bon, il y a eu quelques leaks déjà online, mais... Alors ça, allez, parce qu'on en a déjà parlé, je t'ai dit, t'as vu, elle a leaké... Bon, voilà, on va pas dire où, mais bon, voilà. Chez Time and Tide, ouais. Non, ça, c'est pas fait exprès, pourquoi. C'était la question. Est-ce que c'est calculé? C'est un coup de marketing? C'est eux qui se sont plantés parce que, en fait, on a fait une version donc charbonnée pour les détaillants. Parce que, en fait, sur la version 2005, on peut clairement pas la vendre à des détaillants parce qu'on peut pas, même 30% de marge, on peut pas le donner. Parce qu'on se partage déjà la marge avec Baltic. Donc là, sinon, on perd notre chemise, quoi. Donc ça faisait aucun sens.
Mais c'est pour ça qu'on avait fait une version un peu plus compliquée, entre guillemets, en termes de décoration, parce qu'il y a un gros travail de déco qui est fait in-house chez nous à Paris là, pour le charbonnet, et qui est historiquement en plus une décoration très parisienne et que Théo utilise aussi sur ses pièces très haut de gamme. Donc on s'est dit, on va rajouter de la valeur ajoutée avec ça pour nous permettre d'avoir au moins 30% de marge sur les détaillants. Et donc c'est comme ça qu'on a fait cette version-là. Et Time and Tide est un détaillant de Baltic, non pas de Space One, de Nevada, mais pas de Space One. Et je crois que c'est sur leur formulaire de précommande, enfin de commande, je sais pas quoi, ils ont mis les pièces en ligne sur leur Google Drive, je crois. Et ça va très vite. Hein. Là, Ouais. c'était screené partout. Là, Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Vous n'aurez pas de mal à la retrouver si vous cherchez un tout petit peu. Voilà, en gros, vous tapez, je pense, Baltic Space One, Oui, collab. elle sort direct. Elle sort direct, Ouais. donc voilà. Sur Reddit, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Mais Ouais, puis en plus, Nico Léonard l'a aussi mis dans sa vidéo, je pensais pas qu'il la sortait si tôt. Et donc, Nico Léonard, qui est le plus gros youtubeur, donc forcément, dès le lendemain, ou même dès que la vidéo était lancée, je commence à recevoir des WhatsApp. Ah putain, c'est la collab. Je fais quoi? celle qu'on voit de dos depuis 2 semaines. Là. Elle est sur YouTube chez Nico de la sortie. Je fais, oh, merde. Donc là, c'était pas fait exprès. Mais bon, après, c'est le jeu, quoi. En parlant de jeu, on va enchaîner parce qu'on est bientôt à nos 60 minutes. Mais non. On va faire un jeu très court. Hein. On va couper. S'il ne devait en rester qu'un. Voilà, je te donne des thèmes et tu me dis s'il devait en rester qu'un seul. Donc tu dois choisir dans tout ce qui existe un seul. Par exemple, si je te dis s'il devait rester qu'une seule marque horlogère dans le monde, ce serait... Ah merde, putain. Ah oui, c'est... Il faut choisir, c'est ça. Ça va être difficile. C'est un exemple, tu n'es pas obligé de répondre à celle-là. C'est ce que je donne mes marques ou pas Space One, du coup. Allez, Space One. S'il ne devait rester qu'un seul type de montre, tu serais plutôt quoi, toi ton truc, c'est les chronos? Ouais, j'avoue, les chronos, j'aime bien. Ouais. Chrono. Chrono méca en montage manuel. Et du coup, qu'une seule complication? Du coup, chrono. Ouais. Pour la Chronomaster. Mais si je devais sortir un peu de ce que je fais, j'ai toujours bien aimé les tourbillons quand même. Ah ouais. Très original, mais ouais. J'ai toujours, ouais. Je pense je me ferais péter un tourbillon de ces 4. Ouais. Ok, on en parlera un peu après de ta collection. S'il devait rester qu'un seul matériau pour les boîtiers? Moi, j'aime bien le titane. J'aime bien la légèreté du titane. Ok. Et puis en plus, tu peux le bleuir, tu peux un peu changer les couleurs. Enfin, j'aime bien le titane. Ouais. Ok. Qu'une seule marque pilotée par Guillaume Lédé? J'ai déjà dit Space One, donc là, je vais dire Nevada. Qu'un seul copain dans le monde de l'horlogerie? Ah, c'est dur ça. Il faudrait que ce soit Théo parce que. Ça m'arrangerait, quoi. À la limite, oui, non, Théo, clairement, ouais. Qu'une seule marque historique. Voilà, comme ça, tu peux pas dire tes marques. Enfin, quoique Nevada, c'est historique aussi, mais. Qu'une seule marque historique? Ouais. C'est dur de pas dire Patek. Mais je vais dire le Coultre, tiens. Ok. Parce que j'ai quand même passé de bons moments là-bas et que j'adore la Reverso, j'adore cette marque. Ouais. T'as vu leur sculpture de glace? J'ai pas vu, je suis même pas allé à Palexpo pour te dire. Ah ouais? J'ai pas vu le sapin là. Le sapin en glace, là. Ouais. Mais il y avait surtout le gyro-tourbillon à stratosphère. Bon, ça, c'est... J'ai pas vu non plus, mais j'avais participé au lancement du premier du gyro-tourbillon. C'était le 2 ou le 3, avec Laure Sauton justement d'ailleurs. Je m'étais retrouvé à faire le film du SIHH, parce que c'était SIHH à l'époque. À l'époque, ouais. Genre la veille, parce que le proto était pas prêt avant la veille du salon. Ok. Et on s'était retrouvé sur une table de réunion à faire le film avec David Bowman, mon meilleur vidéaste de montre qui est à Neuchâtel. C'était une galère de ouf. On avait dû retoucher la tente pour faire ça marchait pas. Enfin, c'était une galère de ouf. Ouais. Ils avaient réglé le truc vraiment pour que ce soit prêt le jour du salon, quoi. Ouais, il fallait plus y toucher, quoi. Exactement. S'il devait rester qu'un seul indépendant, tu aimes bien les indépendants? Ouais, MBNF. Ok. Je pense que Max Bussière, c'est quand même une légende. Et j'ai la chance de le côtoyer un peu maintenant et de pouvoir déjeuner avec lui de temps en temps. Et c'est pour moi une grosse source d'inspiration. Donc, et je pense que c'est un peu le premier là-dessus qui justement a lancé cette vibe un peu d'indépendant. Oui, qui lui aussi a un peu tout plaqué pour Clairement, se lancer tout seul, quoi. Franchement, c'est un mec, c'est incroyable. Et alors, pour toi, qu'un seul pays qui fabrique des montres, est-ce que tu vas avoir un regard différent? Puisque tu as un peu la Suisse, un peu la France, un peu l'Asie, clairement. Enfin la Chine. Ouais. La
La France, parce que ouais, la Suisse, ouais. Le problème, c'est que sans la Suisse, tu peux pas avoir les mouvements suisses. Puis en France, on n'a pas de mouvement. Donc, je dirais la Suisse. La Suisse, ok. Alors j'avais une question, puisque tu m'as fait penser en parlant de Max Busser de MB9. Il y a eu une période où c'était, tu as un peu surfé sur la vague, l'idée c'était de reprendre des marques endormies et puis de les relancer. Ouais. Ça marchait très fort. Ouais. Ces derniers temps, on a beaucoup d'indépendants qui sortent des montres, et c'est pas forcément des horlogers. Ouais. Est-ce que toi, tu te verrais sortir une marque indépendante, une Guillaume Lédé, pricée entre 50 et 100, et avec une complication ou une finition incroyable? Non. Non, j'ai pas la légitimité. Je me verrais pas le faire. Ok, c'est pas un truc qui est... Non. C'est quoi qui est dans ta tête alors, le prochain défi? Écoute, de bien développer Nivada et Space One, déjà, je pense que c'est un bon défi. Sans oublier Vulcain aussi, parce que c'est quand même une super marque. Là, on est en train de bosser d'ailleurs sur un nouveau mouvement Vulcain qui est assez cool. Mais le prochain défi, ça va être surtout de bien gérer ces 3 projets. Et surtout de continuer à développer ces marques et de ne pas m'en rajouter d'autres pour l'instant, je pense pas. Ouais. Alors justement, Nivada, il va y avoir une montre exclusive, parce que bon, là, tu as bien fouillé dans le catalogue, tu as ressorti des pièces iconiques. Tous les jours des nouvelles. Il paraît, et du coup, il y a une nouveauté qui va sortir cette année pour les 100 ans, c'est ça? En fait, il y a plusieurs nouveautés qui vont sortir, et l'idée, c'était de sortir aussi une nouveauté qui ne soit pas une réédition. Et c'est pour ça que j'ai contacté Eric Giroux, justement, avec qui je travaille, et aussi Théo Frey, qui me fait la fleur de me faire la compli sur cette montre-là. Et on est en train de finaliser les prototypes, justement, pour pouvoir la sortir avant la fin de l'année. Et profiter des 100 ans pour faire la première, en gros, depuis que j'ai relancé la marque, la première non-réédition de Nivada Genshin, donc qui sera une collab, du coup, Giroux au fret. Ah, ils auront leur nom dessus, tu veux dire, ou parce qu'ils ont travaillé dessus ils ont les deux travaillé dessus, et puis clairement, je pense que bien sûr. Ok. Tu peux nous dire la complication ou pas? Ça va être un affichage décentré. C'est pas une complication de ouf, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Un peu comme Langueux, dans cet esprit-là. Ah ok, un petit cadran dans le cadran, ça veut dire. Il va y avoir un truc comme ça. Ok, très cool. Et non, le look est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai revu Eric justement à Genève là, pour finaliser les derniers petits ajustements, parce qu'il y a toujours des trucs un peu à ajuster. Et non, c'était un plaisir d'ailleurs de bosser avec lui, donc c'est pour ça que ça m'a fait marrer quand j'ai vu qu'il était invité juste avant. Ouais, c'était le dernier invité. C'est un mec génial. Lui, il a des histoires en pagaille. À lui, tu peux vraiment le... et en plus, il est très sympa, même quand le micro est coupé, je veux dire. C'est vraiment un mec très cool. Franchement, belle rencontre. Pareil, moi aussi, je trouvais que c'était un moment agréable avec lui. Bon, Guillaume, ça doit faire 59 minutes qu'on tourne. Voilà. Donc, c'est la toute dernière rubrique. C'est le moment où tu me glisses le nom d'un invité potentiel pour le prochain épisode ou un autre épisode. Qui tu verrais bien répondre à mes questions? Max Busser, du coup. Max Busser ou Étienne Malek. Je sais peut-être... Étienne, il n'est pas venu encore? Non. Je pourrais glisser un mot ou deux, si tu veux, pour faciliter la transition. Je pense que ce serait cool d'avoir le... là, tu as deux trucs différents, mais qui seraient hyper intéressants d'avoir. Je pense que, à mon avis, Max Busser, en plus, si tu as eu Giroux, ça serait une bonne continuation. Ils sont assez copains. Mais j'ai dit à Max Busser, j'ai envoyé un message, j'ai eu Giroux, Eric Giroux, il m'a dit super. Il m'a dit il est cool, voilà. Bon. Je lui ferai un message, je lui ferai un WhatsApp aussi si tu veux. Avec plaisir. Et Guillaume, merci beaucoup d'être revenu cette fois. Avec le son. qu'on a le son et l'image. À la limite, il n'y a pas l'image, pas grave, mais j'espère au moins qu'on a le son. Pour le podcast, ça va. Ça va le faire. Cet épisode est terminé. 60 minutes montre en main, c'est sur YouTube. 1 minute montre en main, vous pouvez vous abonner sur Instagram. Vous pouvez également aller suivre Guillaume, Nivada, Vulcain, Space One, tout ça sur Instagram. Soyez attentifs à la collab Baltic Space One. On peut pas trop la montrer, mais dans quelques jours, vous l'aurez. Voilà. Et puis allez voir les pingouins, parce que c'est maintenant qu'il faut réserver. Donc là, la précommande a commencé. Enfin, le moment où ça va être diffusé, ça sera commencé depuis quelques jours, et ça se finit quelques jours après. À la fin de la semaine, Exactement. Donc voilà, allez-y. Le 30 avril et le 6 mai. Donc il faut se dépêcher parce que là on est début mai. Là. Voilà. Faut y aller là. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, au plaisir.